Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des villes nouvelles, de pourquoi et comment on en crée. Mais avant cela, il faut définir ce qu'est une ville nouvelle. L'expression au sens littéral signifie que la ville existe depuis peu, mais à partir de quand n'est-elle plus nouvelle? Si on se doute bien que des vieilles villes telles que Jérusalem, Rome ou encore Pékin n'en font pas partie, qu'en est-il des villes ayant 2 siècles apparues lors de la révolution industrielle, à la faveur par exemple de l'exploitation minière qui s'est accrue à cette époque-là? Sont-elles aujourd'hui toujours considérées comme des villes nouvelles ou sont-elles suffisamment vieilles pour perdre ce qualificatif? Eh bien, si vous vous posez la question en ces termes, vous faites une erreur sémantique. En urbanisme, une ville nouvelle, c'est une ville créée de toutes pièces par une volonté politique et non pas par une évolution due à des facteurs démographiques ou économiques. Ainsi, une ville nouvelle peut, malgré l'expression, avoir été fondée à l'Antiquité. Les empereurs romains en ont créé plusieurs. A l'inverse, une ville peut se créer par une évolution, y compris à notre époque, comme c'est le cas par exemple des villages qui se développent à la faveur de la périurbanisation de la ville voisine au point de devenir des petites villes. Ce processus est progressif, évolutif. Nul ne peut dire que ces villages sont devenus des villes à telle date précisément. Une ville nouvelle est également à différencier d'une ville champignon, car si celle-ci se crée rapidement, elle n'est pas due à une volonté politique mais bien à des facteurs économiques. Elle peut notamment apparaître suite à la découverte d'une ressource naturelle. Les villes minières sont très souvent des villes champignons. Je ne parlerai donc pas plus longtemps des villes champignons, elles feront l'objet d'une future vidéo, mais seulement des villes nouvelles, celles qui sont créées par des dirigeants qui veulent aménager à grande échelle. Mais pourquoi exactement créent-ils ces villes ? Historiquement, les villes nouvelles ont été créées par des empires pour envoyer des colons peupler un territoire conquis. Elles ont servi soit à commercer avec les populations autochtones, soit au contraire à s'accaparer un territoire. Ce procédé était déjà utilisé à l'Antiquité par les puissants qui voulaient défendre leurs empires, acculturer les populations locales, etc. Alexandre le Grand a fondé de nombreuses villes dans son empire qui s'appelaient toutes Alexandrie, mais seule celle qui est dans le delta du Nil existe encore de nos jours. Quelques siècles plus tard, les empereurs romains ont également créé des villes nouvelles dans les territoires conquis. Londres, Lyon, Istanbul, Orange en sont les principaux exemples. L'objectif derrière ces créations de villes ex nihilo, c'était de s'approprier les régions conquises, de romaniser les populations locales en envoyant des Romains sur place, bref, de coloniser les territoires. Des siècles plus tard, quand les pays européens ont colonisé les autres continents, ils usèrent du même procédé ayant plus ou moins les mêmes objectifs. La quasi-totalité des villes du continent américain ont été créées ainsi, mis à part celles qui existaient déjà dans les empires aztèques et incas. Les Européens ont également forcé les peuples colonisés à pratiquer le commerce, en particulier avec les colons afin que ceux-ci s'accaparent les ressources qu'ils convoitaient. Ainsi apparaît une nouvelle raison de créer des villes nouvelles. On se met, dès les XVIe et XVIIe siècles, à en créer pour commercer. Ce type de ville nouvelle, créée à des fins commerciales, s'appelle un comptoir. Nombre d'entre eux furent créés en Afrique, tels que Saint-Louis, actuelle deuxième ville du Sénégal, Luanda, capitale de l'Angola, ainsi qu'en Asie du Sud et du Sud-Est, principalement en Inde. Au XXe siècle, la décolonisation fait que les pays européens n'ont plus besoin de créer des villes pour s'approprier des territoires, puisque ceux-ci ne leur appartiennent plus. Est-ce alors l'arrêt de la création de villes nouvelles ? Eh bien non, car la croissance exceptionnelle de la population humaine, conjuguée au fort exode rural, mène certaines villes à la surpopulation. De nombreux gouvernements à travers le monde adoptent alors la création de villes nouvelles comme solution à la surpopulation des villes existantes. Afin de désengorger une ville surpeuplée, les gouvernements décident de créer ex nihilo d'autres villes, à quelques dizaines de kilomètres de la ville principale, dans le but d'en faire venir les habitants. En France, dans les années 60-70, de nombreuses villes ont ainsi été créées autour de Paris, telles que Marne-la-Vallée, aujourd'hui connue pour la présence du parc Disneyland, mais aussi Cergy-Pontoise, Évry, Saint-Quentin-en-Yvelines et Sénart. Par la suite, 2 villes nouvelles ont même été créées autour des grandes villes de province, Villeneuve d'Ascq pour désengorger Lille et l'île d'Abo pour désengorger Lyon.
La France n'est bien sûr pas la seule à avoir usé de ce procédé. Stevenage et Crawley ont été créés à la même époque pour désengorger Londres qui connaissait également une surpopulation. De nos jours, ce sont les pays émergents qui connaissent le plus fort exode rural, induisant donc une tout aussi forte croissance des villes. Les mêmes causes entraînant les mêmes effets, beaucoup de villes des pays émergents sont actuellement en situation de surpopulation. L'Égypte se classe dans les premiers pays émergents à avoir suivi cette même politique, annonçant dès 1970 la création de 6 villes nouvelles autour du Caire, sa capitale. Dans les schémas d'aménagement, il est écrit, je cite, « La ville nouvelle, de par sa taille limitée, doit avoir une plus grande efficacité économique que la métropole dont elle ignore les dysfonctionnements, les déséconomies et les dégradations du cadre de vie. » Fin de citation. Ce passage résume assez bien l'objectif derrière la création de villes nouvelles contemporaines, devant éviter la saturation des villes déjà existantes. Par la suite, 11 villes nouvelles ont été créées autour de Shanghai entre 1990 et 2005, et une à proximité de Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie, nommée Putrajaya, a été créée en 2010. Je ne vais pas en faire une liste exhaustive, mais je dois quand même citer la plus grande ville nouvelle contemporaine du monde, la seule à avoir plus d'1 million d'habitants, Navi Mumbai, créée en 1970 pour désengorger Mumbai, la capitale économique de l'Inde. En parallèle, certains gouvernements ont décidé de créer une ville nouvelle pour être leur capitale, supplantant l'ancienne. Si le premier cas connu n'est autre que l'empereur romain Constantin, qui fonde en 330 Constantinople, aujourd'hui nommée Istanbul, qui devient la capitale de l'Empire à la place de Rome, ce procédé a principalement été utilisé à l'ère contemporaine. Il y a 5 pays qui ont fait ça dans les 80 dernières années, à savoir le Brésil, qui a fait transférer sa capitale de Rio de Janeiro à Brasilia en 1960, le Pakistan, qui l'a fait déplacer de Karachi à Islamabad la même année, le Nigeria, dont la capitale passe de Lagos à Abuja en 1991, la Birmanie, qui passe de Rangoon à Naypyidaw en 2005, et l'Indonésie, où la ville de Nusantara a été inaugurée le 17 août 2024 et est devenue à cette date la capitale à la place de Jakarta. Dans les 5 pays, l'ancienne capitale reste ce qu'on appelle la capitale économique, c'est-à-dire la ville qui concentre le plus d'activités économiques, de sièges sociaux, etc. Mais pourquoi ces pays ont-ils changé leur capitale et créé une ville nouvelle étant affectée uniquement aux fonctions politiques? Là encore, on retrouve les idées de désengorger la capitale économique, qui est une ville surpeuplée, et de coloniser un territoire. En effet, Brasilia est dans l'arrière-pays et était à sa fondation en lisière de la forêt amazonienne, peuplée de minorités ethniques que le Brésil cherche à coloniser pour sa production agricole. Abuja est tout au centre du Nigeria, dans une zone peu peuplée en pleine savane, pile entre les régions des 3 ethnies principales du pays qui étaient alors en conflit, et Nusantara est sur l'île de Bornéo, moins densément peuplée que l'île de Java où se trouve Jakarta, où vivent des minorités ethniques, et où des colons javanais viennent produire de l'huile de palme au détriment de l'environnement. Comment ces villes sont aménagées lors de la création? La création d'une ville entière ex nihilo comporte en soi plusieurs enjeux, dont le fait de les peupler, ce qui fait qu'elles doivent être un minimum attractives. Dans le cas des villes coloniales, il s'agit d'y faire venir des colons pour prendre le contrôle des ressources. Elles comportent donc également un enjeu commercial. Elles sont généralement construites soit en bord de mer, soit à proximité d'une mine ou d'un gisement, et sont par la suite desservies le mieux possible par les infrastructures de transport que les colons mettent en place, encore une fois pour s'accaparer les ressources. On retrouve également dans l'aménagement des villes coloniales l'inégalité entre colons privilégiés et autochtones opprimés. Une ségrégation est donc instituée. Très vite après son arrivée au Maroc, le maréchal Lyautey, en charge de l'administration de ce pays, s'est entouré d'urbanistes reconnus dans leur domaine afin d'imprimer sur le territoire marocain la marque de la civilisation et de la domination française et de permettre aux colons de s'installer dans des conditions optimales. La séparation entre la ville européenne et la ville indigène est tout de suite reconnue comme un principe à respecter absolument et est inscrite dans les plans d'aménagement très rapidement après l'établissement du protectorat français sur le Maroc. La même politique a été effectuée dans les autres colonies avec plus ou moins de place à la traite des ressources naturelles selon qu'il s'agisse d'une colonie d'exploitation ou d'une colonie de peuplement.
Quant aux villes créées pour désengorger une ville surpeuplée, la création nécessite dans un premier temps de choisir précisément l'emplacement, puis de décider le plan, l'agencement de la ville, c'est-à-dire où seront tels services, où seront les zones résidentielles, commerciales, industrielles, etc. Puis ensuite d'acheter les terrains, pouvant potentiellement appartenir à des agriculteurs ou à des forestiers, ce qui coûte très cher en raison des superficies achetées. Ensuite, les travaux peuvent commencer. C'est au Royaume-Uni, et plus précisément autour de Londres, que furent créées les premières villes nouvelles au sens moderne, soit celles visant à désengorger une ville surpeuplée. Je précise pour ceux qui ne lisent pas l'anglais que les villes nouvelles sont celles qui sont en rouge sur la carte. On s'est mis à en créer dès la fin du XIXe siècle, bien que la plupart soient plus récentes, certaines datant même d'après la Seconde Guerre mondiale. Comme c'était la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on crée une ville non pas pour s'approprier un territoire, mais pour en désengorger une plus grande, on ne savait pas parfaitement bien s'y prendre dès le premier coup. Aussi, des erreurs qui peuvent rétrospectivement nous paraître idiotes se sont glissées dans la conception de ces villes. On les a aménagées telles les villes idéales de l'époque de leur conception, en négligeant totalement une future évolution, raison pour laquelle ces villes manquent cruellement d'immeubles de bureaux, les urbanistes qui ont fondé ces villes ayant complètement ignoré la montée progressive des emplois tertiaires qui pourtant s'est produite plutôt au Royaume-Uni qu'en France. De plus, ces villes ont tendance à manquer d'animation, les plans de conception ayant négligé les commerces. Ainsi, la ville nouvelle de Welwyn a longtemps eu un seul et unique supermarché, qui a eu le monopole sur l'ensemble du commerce de la ville. Beaucoup de ces villes ont été peuplées quasi exclusivement d'ouvriers n'ayant pas d'autre raison d'habiter là que leur travail. Puis vint le tour de la France de créer des villes nouvelles, principalement autour de Paris. Les urbanistes français qui ont conçu ces villes se sont inspirés des urbanistes anglais, mais en gardant à l'esprit les erreurs et les problématiques dont je viens de vous parler. Ils ont décidé de changer ce qui n'allait pas pour que Cergy, Sénart ou Marne-la-Vallée n'aient pas ces problèmes. Ils ont notamment voulu en faire de véritables pôles urbains et non de simples banlieues résidentielles comme en Angleterre, en y implantant des services et des zones d'emploi se voulant suffisants pour ne pas avoir à aller à Paris. Le problème, c'est que les services implantés sont trop dispersés au sein des villes qui n'ont pas de centre concentrant tout. Ainsi, il a parfois été préférable pour les habitants de ces villes de prendre le RER jusqu'à Paris lorsqu'ils se déplacent pour plusieurs choses plutôt que d'aller d'un bout à l'autre de leur ville. Résultat des courses, ces villes dépendent de plus en plus de Paris. Aujourd'hui, 60% des actifs résidant dans les villes nouvelles vont travailler tous les jours à Paris ou dans la proche banlieue, qui concentre seulement 18% de la population de l'Île-de-France, mais 31% des emplois. Ce qui fait qu'une part non négligeable des gens qui y travaillent viennent des villes nouvelles. Ce manque d'emplois dans les villes nouvelles a conduit à une saturation des réseaux de transport. Au lieu d'y avoir moins de monde dans Paris, il s'est au contraire mis à y avoir plus de monde sur les autoroutes et dans le RER. De plus, si relier une ville nouvelle à Paris est relativement facile, la desserte est plutôt bonne, les aménageurs n'ont pas pris en compte le fait qu'une fois les villes habitées, il y aurait également des déplacements d'une ville nouvelle à l'autre. Pour aller de Cergy à Saint-Quentin-en-Yvelines ou de Sénart à Marne-la-Vallée, il faut bien souvent faire un détour par Paris, en particulier si vous n'avez pas de voiture. Résultat des courses, cela a davantage encombré la ville de Paris que si ces déplacements entre villes secondaires avaient été pris en compte dès le début. Ensuite, ce sont les pays émergents qui ont créé des villes nouvelles sur le même modèle que la France et le Royaume-Uni, à partir des années 90 notamment. En Chine, les villes créées pour désengorger Shanghai se veulent plus efficaces que celles qui désengorgent Paris et Londres. Elles sont aménagées comme des villes occidentales plus anciennes, avec notamment des quartiers n'ayant qu'une seule fonction. Au lieu de tout y avoir au même endroit, ces villes ont des quartiers uniquement résidentiels, commerciaux, industriels, universitaires, etc. Du coup, les habitants se déplacent beaucoup plus que ceux de Shanghai où encore aujourd'hui beaucoup d'ouvriers vivent juste à côté de leur lieu de travail, cette ville ayant été aménagée par l'industrialisation et par des urbanistes d'autres courants, mais ils se déplacent au sein de leur propre ville et ont moins de raisons d'aller à Shanghai que ceux de Marne-la-Vallée d'aller à Paris. Quant aux infrastructures de transport, elles ont principalement été pensées pour la voiture, mais pas seulement, la voirie est strictement séparée entre parties pour les piétons, les vélos et les voitures. Et un réseau ferroviaire comparable au RER en Île-de-France relie chacune de ces villes à Shanghai,
mais aussi les unes aux autres afin d'éviter de devoir transiter par la ville-centre comme à Paris. La Chine est le pays qui compte aujourd'hui le plus de villes nouvelles, mais on en trouve aussi en Inde, au Nigeria, en Malaisie, en Arabie Saoudite, etc. Par exemple, la ville de Navi Mumbai, conçue pour désengorger Mumbai, devait également, selon les politiques qui l'ont voulu, être une ville centrale et non une périphérie de Mumbai, et être attractive par sa meilleure qualité de vie. Cependant, les services et les emplois ont été concentrés dans le quartier Vachi, situé tout au centre de la ville. Si cela évite les problématiques des villes autour de Paris, cela en crée d'autres, comme le fait que les riches habitent ce quartier et les pauvres le reste de la ville qui manque cruellement d'infrastructures. Bref, il n'existe pas de ville parfaite et l'idéal avec lequel on aménage une ville diffère grandement selon les cultures et les époques. Chaque ville nouvelle est aménagée en fonction de la conception de la ville idéale à l'époque où elle est créée. Ainsi, les villes nouvelles des années 60-70 en France et au Royaume-Uni sont traversées par des autoroutes, aménagées pour faciliter les déplacements en voiture, sans véritable centre-ville rempli de petits commerces comme dans les villes plus anciennes de ces deux mêmes pays, car à l'époque où la voiture se démocratise et où les supermarchés commencent à s'implanter en périphérie des villes, on perçoit cela comme un idéal de modernité. Dans les villes plus récentes, les questions environnementales sont davantage prises en considération. Ainsi, la ville de Forest City, encore en construction et devant être inaugurée en 2035 dans le sud de la Malaisie, à proximité de Singapour, doit être une écoville où les immeubles sont recouverts de plantes et où les rues sont presque toutes interdites aux voitures. Le projet n'en reste pas moins critiquable écologiquement, tout comme la fondation de Nusantara en Indonésie qui se veut également plus écologique que Jakarta, car créer une ville nouvelle revient à artificialiser beaucoup d'espace en créant des îles artificielles pour la première et en défrichant des forêts pour la seconde, procédés qui sont loin d'être vertueux écologiquement parlant. C'est bien beau de faire tous ces travaux, de prendre de telles considérations, mais une fois la ville construite, comment y faire venir des habitants ? Si vous êtes un État totalitaire, vous n'avez qu'à y déporter des gens, comme l'a fait l'URSS dans ses villes nouvelles en Sibérie, mais comment faire dans un pays libre pour inciter les gens à venir dans les villes créées ? Il faut évidemment les rendre attractives et donc y créer des emplois, des écoles, des hôpitaux, des magasins, etc. Mais aussi avoir des logements à des prix abordables pour que les gens qui n'arrivent pas à se loger dans la ville surpeuplée viennent y habiter. Il est important de diversifier l'offre de logements afin qu'on puisse trouver des logements correspondant aux besoins de diverses catégories sociales et de s'adapter tant aux besoins de la population qu'à l'offre existante dans la ville principale pour pouvoir pallier un éventuel décalage entre les deux. Ainsi, la ville nouvelle de Songjiang, l'une des 11 visant à désengorger Shanghai, a fait le choix de construire énormément de maisons individuelles, ce qui est interdit à Shanghai pour densifier la ville et éviter qu'elle ne détruise trop de terrains agricoles. Cela a pour but de faire venir des familles dans cette ville plutôt que dans les appartements de Shanghai et d'éviter de faire la même erreur que lors de l'aménagement de Crawley, ville située au sud de Londres où ce sont essentiellement de jeunes adultes quittant le domicile parental qui s'y sont initialement logés, faisant de Crawley une ville de jeunes. Il a fallu, pour rendre la ville plus mixte, mettre en œuvre des politiques visant à faire venir des personnes âgées bien après que la ville soit finie de construire. Bien sûr, il existe des cas où le but est au contraire de faire venir une catégorie sociale bien précise dans la ville créée, comme dans le cas des villes nouvelles créées autour des 4 plus grandes villes du Maroc. Le but était, lors du lancement de l'opération en 2004, que ces villes n'aient plus de bidonvilles. Il s'agissait alors de loger des populations très pauvres. Ce sont donc quasi exclusivement des logements sociaux qui ont été créés. Parfois, les projets de villes nouvelles n'aboutissent pas ou ratent, la mayonnaise ne prend pas, personne ne vient y vivre. Les raisons sont multiples, cela peut être parce que le projet coûte trop cher, parce qu'il n'est pas adapté aux besoins de la population et de la société dans laquelle il est créé, etc. Voyons-en quelques exemples. Naypyidaw, la capitale de la Birmanie, a été créée en 2005 par la junte militaire alors au pouvoir. Si les fonctionnaires et militaires ont été envoyés dans cette ville nouvelle de force, l'objectif de population d'1 million d'habitants n'a jamais été atteint. Ils sont revenus dans leur ville d'origine respective à la chute de la junte en 2011 et la ville est aujourd'hui déserte, bien qu'elle ait d'immenses infrastructures, des monuments imitant ceux des autres villes du pays se voulant être une vitrine de la Birmanie.
Un échec cuisant pour une ville censée désengorger Rangoon qui est la plus grande ville du pays. La ville a été construite au beau milieu de la jungle, sans être reliée aux autres villes du pays, ce qui est un énorme frein à son attractivité. De plus, les Birmans lambda, mis à part les fonctionnaires envoyés de force vivre là, n'étaient pas au courant de la création de cette ville avant qu'elle ne soit achevée. Ils n'ont donc pas pu s'y projeter, ce qui contribua également au fait que personne ne vienne y vivre. Résultat des courses, une ville construite pour rien. Citons également le cas de Burj al-Babas en Turquie. Cette ville nouvelle, dont le projet est lancé en 2014, devait accueillir des Arabes très riches afin de faire venir des populations riches dans la région. Les logements construits sont gigantesques et ressemblent aux châteaux des films de Disney. Le projet était extrêmement clivant pour la population locale et a fini par être abandonné en 2019 pour des raisons financières. Les investisseurs arabes visés par le projet n'avaient en effet investi que 400 000 à 500 000 dollars selon les estimations, alors qu'un tel projet coûte infiniment plus cher à mettre en place. Voyant que cela coûtait plus cher que cela ne rapporterait, les autorités turques ont gelé le projet. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire et un pouce bleu pour améliorer le référencement, à la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos.